Merci. Merci Cyril. C'est important de leur signaler. Les chéris, ce soir, on a décidé de rajeunir de 30 ans. Bon, pour vous, Enfin. toi, ça veut dire que tu vas à peine atteindre les 90. Alors, je vous le dis, il y a des surprises de fou ce soir qui vont arriver dans un instant. Mais juste avant, on va revenir sur les moments les plus forts de cette décennie. Et dans les moments les plus forts, il y avait Mallory Nataf, la star des années 90, actrice dans la série Le miel et les abeilles. À la fin de la série à succès, Mallory a vécu une véritable descente aux enfers jusqu'à se retrouver à la rue et perdre la garde de ses enfants. Ça a été une histoire incroyable. Elle va venir nous la raconter dans un instant avec Jean-Luc Azoulay, bien entendu, son producteur mythique, mon ami Jean-Luc. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Mallory Nataf est devenue une superstar grâce à la série Le miel et les abeilles. Alors le miel et les abeilles, c'était très simple. Il y avait Mallory et il y avait tous les mecs qui étaient en fait Amoureux sur ses côtes. Ouais. Voilà, c'est un petit peu comme Gilles Verdez aujourd'hui. Non mais c'est vrai, c'est un petit peu ça. C'est en 92, elle jouait le rôle de Lola. Regardez, on a un extrait du premier épisode. On la retrouve tout de suite après avec Jean-Luc. Elle sera avec nous. Merci à vous deux. Regardez. Merci. Tu m'as toujours appris que la fortune appartenait aux gens qui se levaient tôt. Et j'ai bien l'intention d'être riche. Ça va, ma chérie? Mieux qu'hier soir. Je suis vraiment désolée, hein. Je sais pas ce qui leur a pris, la tête que j'ai fait en les voyant hier soir avec Anne et toi. Bah, remarque, la tête qu'ils ont fait quand ils t'ont vu arriver avec Henri, c'était pas mal non plus, hein. Mallory Nataf qui est avec nous, comédienne et chanteuse. Et Jean-Luc Azoulay, qui est pour moi, Jean-Luc Azoulay, qui est pour moi la plus grande star de télévision française. Je le dis, non mais c'est vrai, le plus grand producteur. C'est vrai. Ah, tu sais que t'es le plus grand, mon Jean-Luc. Attends, ouais, bah si. Le plus gros surtout. Non, arrête. J'ai commencé chez lui. Hein. Oui, c'est vrai, tu étais tout petit. Ouais, j'ai commencé chez lui. Hein. Je me rappelle, je lui écrivais des lettres. Ouais, Jean-Luc, j'aimerais bien travailler avec vous, tout ça. Et un jour, je suis allé chez AB Productions. Je peux te dire, j'étais comme un fou. J'avais écrit une série avec Jean-Luc. C'est Jean-Luc qui m'a donné ma chance le premier. C'est vrai, mais je suis très fier de ça, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, t'as un amour. Bah, tu vois, t'as vu le mal que t'as fait aux gens de me mettre à l'antenne? Ouais, oui. Ah bah, on se demandait d'où ça venait, maintenant. Voilà, on sait, c'est lui. C'est lui le monstre. C'est lui qui a créé le monstre. C'est lui qui a créé le monstre. On fait du bien aux gens. C'est vrai, mon pour cher. une fois, on leur dit la vérité, on les amuse. Exactement, t'as raison. C'est la seule chose qu'il faut, c'est tout, c'est les amuser. C'est vrai qu'il nous compare souvent à ce qui se passait aussi. Moi, je me rappelle le Club Dorothée, etc. Et c'est vrai que il y avait la même, c'était les gens, ça rendait fou les gens. Mais parce qu'on les amusait, parce qu'on ne se prenait pas au sérieux, parce qu'on faisait un spectacle pour eux, pour que les gens se sentent bien chez eux, pour que les enfants soient fédérés. Justement, fédérer les enfants, il n'y avait pas différents enfants. Tous les enfants étaient fédérés autour des dessins animés, autour de Dorothée. Et maintenant, chacun est dans son coin. Et on a fait beaucoup pour la fédération des Français. On en reparlera, tiens. J'en reparlerai parce que c'était Ségolène Royal à l'époque. Oui, qui avait déposé. En plus, elle est chez nous maintenant, Ségolène. Je vais lui en parler. On va la prochaine fois qu'elle vient, je vais lui parler. On va sortir les dossiers. On va sortir les dossiers, exactement. Mallory, merci d'être avec nous. Vous savez que quand j'étais. Je regardais, moi. Je regardais tout le temps. J'étais comme un ouf sur Lola. Comme tous les garçons, on était tous amoureux de Lola. Non, mais c'est vrai. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Comment ça va? Déjà, vous avez l'air bien en forme. Je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Je me redresse petit à petit. J'ai traversé vraiment l'enfer, hein, le purgatoire. Hein. J'avais des choses à expier. Je les ai expiées avec ma croix, dehors, sur les bouches de métro. C'était vraiment... j'ai vécu un enfer parmi vous. Mais comme je disais, j'étais enfermée à l'extérieur. Ah, c'est ça. Enfermée à l'extérieur. On va en parler. Et n'ayant pas la capacité de demander de l'aide, parce que j'avais l'impression que j'allais gêner les gens et que j'allais les troubler dans leur quotidien, parce que chacun porte sa petite croix au quotidien. Et je me disais, je vais pas leur ramener la mienne, qui est costaud et qui est... J'étais persuadée que je pouvais m'en sortir seule, ce qui n'était pas le cas. Alors, on vient de voir ta première apparition dans la sitcom à succès, donc Le miel et les abeilles. À l'époque, tu n'as que 20 ans. Comment tu arrives dans la série? C'est mon premier casting. J'étais mannequin depuis 1 mois. Je venais de faire la pub Coca-Cola, la seule pub Coca-Cola tournée en France. Et je fais mon premier casting chez AB Productions. Je ne savais même pas que c'était pour une série. Je pensais que c'était pour une pub. Et 4 jours après, ils me rappellent à la maison. Et je les ai pas crus. Donc ils me disent, il faut venir faire des essais de costumes. J'ai dit, oui, bien sûr, je vais venir. Oui. J'ai raccroché. Mon copain de l'époque me dit, qui c'est? Je dis, ces personnes, c'est une erreur de numéro. Et je ne me suis pas présentée.
Et 3 jours après, il me rappelle en me disant, mais pourquoi n'êtes-vous pas venu essayer les costumes? Je dis, mais vous parlez de quoi, là? Il me dit, mais vous êtes engagé, vous êtes rôle principal dans une série pour TF1. Donc, j'y ai pas cru, j'y ai tout simplement pas cru. Incroyable. Alors, t'as toujours rêvé d'être actrice? Depuis toute petite, j'étais fan des films des années 40-50, moi. Les films en noir et blanc de Dreyer, Visconti. J'étais une aficionados de cinéma, mais je pensais pas que j'avais les compétences et les qualités pour faire ce métier. Et puis, la vie en a décidé autrement. Alors, en 93, tu deviens tellement populaire qu'une grande marque de soda te choisit pour être la vedette de sa publicité. Regardez. Ça va? Trop chaud. Tiens, essaye ça. Tournée générale. Le soleil de plomb ne peut rien contre nous. C'est drôle parce que je l'avais jamais vu. J'avais jamais vu la pub. Et bah voilà. Merci. Et bah voilà. Non mais c'est un Moi, truc. en voyant cette pub, on cherchait une très jolie fille pour le miel et les abeilles. Ouais. Donc on avait un C'est casting ça. qui avait été très long. Et j'ai appelé ma directrice, je lui ai dit, il y a une fille dans la pub de Coca-Cola. Elle l'a appelée tout de suite et voilà comment c'est venu. Mais tu sais que j'ai eu le même truc avec Daniel Moreau. Je te comprends. J'ai dit une fille dans la pub d'Amar et on me l'a ramené. Direct, Bravo. je te jure. Direct, il est vu, j'ai dit c'est ça là que je veux. C'est ça là que je veux. Je te comprends. Je te J'aurais jure. fait la même chose. Regarde là, elle est là aujourd'hui, ça là, regarde là. Elle va tous nous enterrer. 93, donc tu es au top de ta carrière. Je me rappelle, tu avais chanté au Club Dorothée le titre Les filles, c'est très compliqué. Oui, de Pierre Grillet, qui composait, qui écrivait pour Vanessa Paradis. Ah ouais, et je te confirme, Les filles, c'est très compliqué. Non, mais Il y en a pas mal, là. Ouais, mais c'est. Et il y a toujours des morceaux de choix chez vous. Hein. Oui, mais. Quand même. Les plus compliqués sont pas là ce soir. Actrice et chanteuse, tu multiplies les apparitions. Regarde. C'est très compliqué. Contrairement aux apparences, pense à toi en permanence. Pense même qu'il y a urgence. Contrairement aux apparences. Donc tu chantes, tu joues dans une série à succès, t'es au top. Tu kiffes ta vie à ce moment-là ou pas? J'ai pas tellement le temps, ça va tellement vite. Ouais. Donc je m'amuse. Je sortais la nuit, moi j'allais en boîte de nuit, je dansais 10-15 heures par semaine dans des boîtes de nuit. J'avais une vie sociale qui était hyper développée. Donc j'avais le miel, je jouais au théâtre le soir. Puisque très rapidement j'ai joué au théâtre. Au bout de 3 mois où j'avais été engagée, diffusée sur TF1, j'ai joué une pièce avec Jean-Christophe Barque qui depuis est devenu très connu. Donc j'avais une vie qui allait à 100 à l'heure. Hein. C'était des interviews toute la journée. Je signais. Tu gagnais beaucoup de sous? Pas tellement, j'avais refusé une augmentation même. Non, c'est vrai. Tu veux pas venir travailler chez moi? T'avais refusé une augmentation? Il n'y a qu'à toi que ça arrive. Quoi. Les gens qui ont refusé une augmentation. C'est pour ça que t'es le numéro 1. Elle était exceptionnelle, tu sais. Non, mais je te jure, non, mais c'est incroyable. Moi, jamais il refuse. Oh bah vous non plus, hein, Cyril. Vous êtes un beau parti, Cyril. N'écoutez pas tout ce qu'on dit. Jean-Luc sait que j'ai quelques difficultés en ce moment. Je sais. Oui. Alors, un an plus tard, il y a eu cette séquence que, voilà, tu te rappelles, tu chantes ton single Fleur Sauvage. Je vais pas passer la séquence, l'accident de culotte, comme on l'a appelé. Voilà, la robe se soulève, les téléspectateurs découvrent que tu ne portes pas de culotte. Ça, comment tu le vis à ce moment-là? Parce que est-ce que c'était un espèce de buzz de l'époque, c'est ça? Attends, je remets les choses au point. Ah, vas-y. Il y avait 4 images sur 25 images par seconde où on apercevait qu'elle n'avait pas de culotte. Donc aucun téléspectateur n'a vu ça. C'est impossible à voir. C'est quelqu'un qui a fait un arrêt sur image, qui a regardé ça image par image et qui a donné ça. Mais impossible de le voir. Il y avait 4 images en tout. On les a comptées parce qu'on n'était pas au courant. Mais personne n'en est aperçu. Quand l'histoire est sortie, on a vérifié. Il y avait 4 images où on apercevait, avec des caméras qui n'est pas de la haute définition, une ombre qui montrait qu'elle peut-être n'avait pas de culotte. Mais ce n'était pas du tout le scandale énorme que ça a créé. Alors, tu sais que celui qui a sorti les images est à côté de toi, c'est Jean-Michel Maire. Vous avez un œil de lynx, Jean-Michel. Professionnel ou pas? Alors, en 96, tu intègres la série Sous le Soleil. Et là, tu as la chance de jouer avec un des plus grands acteurs français, Bernard Montiel. Bravo Bernard. Il faut reconnaître. Tu sais, quand tu as la chance de partager un texte avec des légendes, faut le dire, on a un extrait d'une scène torride, regardez. Sous
Ça va pas, non? Espèce Vous êtes cinglé ou quoi? Espèce d'inconscient, vous auriez pu blesser quelqu'un. Vous savez que vous êtes superbe quand vous mettez en colère. Je vais venir, mais un petit peu en retard. Comment c'est sans moi? Oui, j'arrive, c'est promis. Je t'embrasse. J'ai l'impression de voir mon enfant en train de galocher quelqu'un. Non mais l'arrivée en scooter, en jet ski, elle est incroyable, frère. Mais il a, en fait, je viens de remarquer, et je l'adore, hein, mais il a toujours été ringard. En fait, c'est un truc où même l'arrivée est folle, frère. L'arrivée est folle. T'es marre, mais c'est incroyable. Et les mecs en slip à côté, c'est incroyable. Non, mais ça, c'est du génie, ça. Et quand, alors, vous avez embrassé Bernard. C'était torride. Vous avez embrassé Bernard Montiel. C'était torride. C'est le pire moment de votre carrière. Je n'en garde pas un grand souvenir. Non, ah ouais. Je me rappelais même plus qu'il m'avait embrassé. Donc, ça m'a laissé une. Moi, je me rappelle même plus qu'il était chroniqueur ici. Non, on l'embrasse, bien entendu. Il nous regarde du point soleil. Non, mais c'est fou. Ça, c'est fou. Ça reste un bon souvenir sous le soleil. Tu les as quittés après 10 épisodes. Je les ai quittés après 10 épisodes parce qu'il m'avait vendu, Pascal Breton, le producteur, m'avait vendu une émission, une série sociale. Parce que ça n'était pas du tout à Saint-Tropez, puisque c'était Jaguar. Et moi, je pensais vraiment faire une série sociale. Donc quand je suis arrivée là-dedans, j'ai dit non, mais c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu. Sous le soleil, c'était incroyable. C'est les seuls serveurs qui roulaient en Ferrari. Voilà, c'est ça. Ah, c'était une darka. Et le gars, dans Sous le soleil, le gars était serveur le matin, à 16h, il était chirurgien. Le gars, il opérait en slip. Non, mais c'était incroyable, franchement, c'est fou. Voilà, donc, et Adeline Blondiot est arrivée sur le plateau. Le producteur ne m'avait pas prévenu qu'Adeline tournait. Ah ouais. Donc je vois arriver Adeline et j'appelle le producteur, je dis mais pourquoi tu m'as pas prévenu qu'Adeline venait? Et donc ça a fait que de fil en aiguille, j'ai pas décidé de renouveler mon contrat. D'accord. Je les ai quittés à la fin d'un contrat de 10 épisodes. Je lui dis mais je te rappelle que dans 2 épisodes je m'en vais. Il me dit mais c'est pas possible, on peut pas, tu es le rôle principal. J'ai dit bah oui mais je n'ai signé que pour 9 épisodes, donc je t'annonce que je m'en vais. Alors, quelques années plus tard, en 2005, on te retrouve complètement métamorphosé dans La Ferme Célébrité. Sur TF1. Tu avais fait La Ferme Célébrité, on va revoir les images. Si Mallory Nataf a tout d'une star comme les autres, en réalité, il n'en est rien. Derrière cette jolie jeune femme se cache une championne de la spiritualité, une apôtre des karmas. L'eau, ça va te faire du bien, ça va te faire tomber. Visualise quand tu prends ta douche que toutes les tensions, elles tombent. Voilà, qu'elles tombent dans l'eau. C'est pas du tout normal, je te le dis, Malo. Parce que si c'était normal, on vivrait dans un pays complètement pacifique avec des plantes. Voilà, mais c'est ça. Mais t'es pas normal. Non, tu peux pas dire que t'es normal. Moi, je trouve que c'est la société qui est pas normale. Ah oui, bon alors le monde entier est pas normal, mais toi t'es normal. Je fais les choses, mais à mon rythme. On est dans le sud, on est dans une ferme, on n'est pas speed, quoi. C'était en 2005, La Ferme Célébrité. Mallory, pourquoi t'avais disparu du petit écran? Parce que j'ai fait mon premier enfant. Ah ouais. Je suis tombée enceinte, j'ai fait mon bébé, j'ai décidé de me consacrer à mes enfants et de me consacrer exclusivement à l'éducation de mes enfants. Donc j'ai tout arrêté progressivement. J'ai fait encore de l'art contemporain. Derrière, j'ai fait 4 ans avec une plasticienne, Nathalie Talek, avec qui j'ai fait des performances dans des musées et avec qui j'ai fait des vidéos d'art qui ont été achetées par des dracs et des fracs. Donc j'ai privilégié cette relation avec cette plasticienne et j'ai fait un petit peu de théâtre. J'ai joué avec Bernard Ménez 2 pièces. Ah, ouais. J'ai fait des tournées dans toute la France, mais j'avais décidé d'arrêter la télévision parce que j'avais privilégié le théâtre, en fait. Est-ce que tu avais pu mettre un petit peu d'argent de côté ou pas? Oh, zéro. Zéro. J'ai été complètement... J'ai tout dépensé, j'avais gagné 200 000 euros en tout et pour tout. Ouais, 200 000 en tout et pour tout. 200 000 euros. Donc j'ai vécu encore un petit peu avec cet argent. Et après, je me suis retrouvée au RMI, puisque c'était le RMI, l'ancien RSA. Parce que, en plus, comme disait Benjamin Castaldi, quand tu dévisses, tu dévisses. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Donc, donc là, tu t'es... Et je m'assumais quand même seule. Hein. J'avais pas d'homme qui me donnait de l'argent, j'avais pas de mari riche. J'ai toujours choisi des hommes pauvres et poétiques et de beaux garçons, mais qui gagnaient pas bien leur vie. Donc j'ai vécu une petite vie rangée dans le 16e pendant 13 ans avec mes enfants.
Bah non, mais c'est bien de sortir des hommes beaux poétiques. Hein. Regarde, tu vois, je me reconnais complètement dans ce que je viens de dire. Pauvre poète. Tu vois, vraiment, voilà, tu vois. Et alors, en 2012, tu lances un appel au secours dans le Parisien. Tu dévoiles que tu es SDF depuis 1 an et que tes enfants t'ont été retirés par l'aide sociale à l'enfance pour être placés chez leurs pères respectifs. Comment t'en arrives là? Parce que là, c'est vrai que pour tout le monde, ça a été... J'ai rencontré le 3e papa de mon 3e enfant, qui était algérien. Ouais. Et ça s'est pas bien du tout passé avec les 2 premiers papas. Ils n'ont pas accepté qu'un Algérien s'occupe de leurs enfants. Mais vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je suis d'origine, mon père est tunisien, donc je suis tunisienne. Et du côté de ma mère, ils sont italiens, corses et allemands. Ouais. Donc oui, ça fait un drôle de mélange. À la maison, c'était assez épique. Ils n'ont pas accepté qu'un Algérien prenne en charge leurs enfants et que le garçon que j'avais choisi pour être le père de mon 3e enfant était un ancien rabbin. Ah ouais. C'est quelqu'un qui avait arrêté le rabbinat, et donc c'est un rabbin qui est le père de mon 3e enfant. Et ils n'ont pas accepté ce cadre de vie pour leurs enfants. Donc ils m'ont attaqué, et la juge leur a donné raison. C'est fou. Alors, pourquoi? Parce qu'ils avaient plus de moyens que moi. Moi, j'avais des petits moyens, j'étais au RMI, enfin, j'avais environ 1 500 € par mois, mais ce qui est une petite enveloppe. Le père de mon garçon, de mon dernier garçon, gagnait environ 2 000 €. Donc à 2, on avait 3 500 €, mais les pères gagnaient beaucoup plus. Ah, donc ils n'étaient pas si pauvres et poétiques alors? Ils avaient... entre-temps, ouais, c'est ça, ils avaient fait carrière. Ouais, bien sûr. Le photographe, le père de mon premier enfant est photographe, il avait vendu ses photos à François... Bien sûr, non, mais... Pardon?